quelle mesure la manière de nommer une souffrance peut à la fois participer à sa reconnaissance ou au contraire à son enfermement. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que, je prends un exemple, euh, quelque chose qui n'est pas nommé n'existe pas. Ça a été dit par Boris. Et ce qui n'est pas nommé ou ce qui n'existe pas est condamné à se répéter quelque part. Ça aussi, c'est un vrai problème. Il y a un exemple où je suis régulièrement confronté dans le champ de la douleur. Par exemple, c'est le terme de la fibromyalgie. Je suis fibromyalgique. Ben, à ce moment-là, comme disait Roland Barthes, nommé apaise, ah ben ça y est, on l'a trouvé. Je sais ce que j'ai une fibromyalgie, j'ai mal partout. Oui, mais en même temps, ça devient après une réduction identitaire. Je suis fibromyalgique. Et là, du coup, ça empêche quelque chose. Et ça, aujourd'hui, je dirais qu'on est effectivement dans cette problématique je dirais, de la médicalisation de l'existence. Il y a à peu près un siècle, Freud parlait de malaise dans la civilisation. Aujourd'hui, ce malaise semble plus profond encore, puisque ça prend cette forme d'une médicalisation de l'existence. Autrement dit, notre société, elle est saturée d'incertitudes, elle s'accroche à la médecine comme une bouée de sauvetage. C'est pas sans conséquence et c'est pas anodin. Parce que quand on pense et quand on parle médicalisation, bien sûr, on pense d'abord aux progrès médicaux. C'est vrai que la médecine n'a jamais été aussi performante, mais toutes les avancées techniques, technologiques s'accompagnent d'un paradoxe, c'est que jamais la médecine n'a été aussi puissante et jamais nous nous sommes sentis aussi fragiles. Et comme le disait très justement Aldous Huxley, la médecine a fait tant de progrès que plus personne n'est en bonne santé. Hein. Alors évidemment, c'est une phrase un peu humoristique, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose de profond. Des événements qui autrefois relevaient du destin, du social, du spirituel, la naissance, la vieillesse, le deuil, sont désormais qualifiés de troubles pathologiques, si ce n'est de maladies. Donc, il y a quand même quelque chose là qui est un véritable problème et on glisse tranquillement vers ce qu'on appelle un pan-médicalisme. C'est-à-dire une civilisation qui est dominée par l'idéal de santé, où la médecine devient un remède à tous les maux, y compris existentiels. Moi, je me rappelle très bien d'un dessinateur et d'un dessin de ce dessinateur que j'adore, qui est Santé. Et je revois ce dessin qui était apparu dans un magazine, je ne sais plus lequel. Le dessin représentait une grande église gothique vue de l'intérieur. L'église était vide, mais au pied de l'autel, on voyait une petite dame plutôt âgée qui tenait un sac à main serré contre sa poitrine. Elle était en train de prier et de parler au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle lui dit au bon Dieu? Elle lui dit, mon Dieu, j'ai tellement confiance en vous que parfois j'ai envie de vous appeler docteur. Voilà. Alors Dieu est mort, vive la sécu, on pourrait dire. Mais à trop vouloir soigner, est-ce qu'on risque pas de confondre souffrance et maladie? euh, D'être fatigué de la vie, la montée en puissance de la santé mentale comme nouvelle forme d'hygiène mentale accentue encore ce glissement. Et on a parlé tout à l'heure, et tu en as parlé, du DSM. On pourrait dire, et sans trop se tromper, et là je suis dans le droit fil de Michel Foucault, la santé a remplacé le salut et la santé mentale a remplacé ou tente à remplacer la psychiatrie. C'est-à-dire que devant la modification des repères, devant même l'absence de repères, et à bien des niveaux, il y a ce que Édouard Zarifian, que connaissait bien Boris, avait dit d'ailleurs, il y a de la peine à vivre. Il y a de la peine à vivre. Et d'ailleurs, il avait écrit un très beau bouquin qui s'appelle Le prix du bien-être, hein, et qui était déjà une forme d'interrogation par rapport à cette médicalisation de l'existence. Par exemple, le Prozac, c'est cette fameuse pilule bleue là, ou la pilule du bonheur, comme on disait, n'est pas un gigantesque succès parce qu'elle était une innovation, c'est parce que c'était un gigantesque succès qu'on l'a dû considérer comme une innovation. Hein. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui un peu dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'on demande tout aux médecins et probablement on demande trop aux médecins. Donc il y a des standards de tout, et puis la santé mentale, comme je le disais, a tendance à remplacer la psychiatrie. Alors, pour moi, il y a trois passions qui sont un peu à l'origine de tout ça. Il y a la passion de l'ignorance, bel oxymore, hein, qui consiste à entretenir farouchement à son insu la méconnaissance de ses propres pensées intimes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en moi que j'ignore, à ce point passionnément, je veux rien savoir, bien que je le sache déjà quelque part. Deuxièmement, la passion de la norme. Ça, c'est quand même intéressant, parce que c'est instrumentalisé, poussé à un niveau collectif, et on sait que, au fond, ce que disait Georges Canguilhem, hein, c'est le point de vue du malade qui, au fond, est le vrai, quoi. Hein. C'est-à-dire que euh,
Ou alors, je pousse la caricature. Le normal, c'est quand j'ai mal nulle part. Sauf quand j'appuie, comme dirait l'hypochondriaque. Oui, bien sûr. Donc, on voit qu'on a effectivement cette notion et cette erreur de lecture quand on confond, par exemple, anomalie et anormalité. Hein. L'anomalie, au sens de anomalo, c'est-à-dire ce qui est uni, égal et lisse, ça donne effectivement quelque chose qui n'est pas forcément du côté pathologique. Un bec de lièvre, c'est pas pathologique, mais c'est une anomalie. Le situs inversus, c'est-à-dire le fait qu'on a le cœur à droite et pas à gauche, bah, c'est une anomalie, mais c'est pas forcément pathologique, etc., etc. Par contre, si je cours le 100 mètres largement en moins de 10 secondes, bah, je suis pas dans la moyenne statistique et c'est une anomalie, mais c'est pas forcément pathologique non plus. Comme quoi, par rapport à ces notions statistiques et au fameux DSM, comme le disait Hannah Arendt, philosophe que j'aime beaucoup, l'uniformité statistique n'est en aucune façon un idéal scientifique inoffensif. Voilà, donc il faut quand même bien retenir ça. Et puis, ça nous renvoie finalement à qui? Ben, à Jules Romain et Dr Knock. Hein. La santé, alors avec la loi de Louis Jouvet, la santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Voilà. Donc on est aujourd'hui effectivement dans cette problématique où la troisième folie ou la troisième passion, c'est la passion de l'évaluation. Hein, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui tout évaluer. Or, c'est un peu l'évaluation, le cheval de Troie, où il y a effectivement toutes les logiques de marché qui vont derrière. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans la dimension un peu du tragique, comme l'a rappelé Boris, et on est surtout dans la société du risque. Hein, c'est-à-dire que on a un quadrillage psychiatrique qui tend à se déplacer de ce que pense le malade vers ce qu'il fait, ce qu'il est capable de comprendre, ce qu'il est susceptible de commettre. Problème hein, quand même d'analyser tout ça. Mais comme le disait encore, je crois, je pense que ça devait être Canguilhem, la maladie, c'est pas l'absence de normes, c'est une autre norme de vie. Comme disait Montaigne, on ne meurt pas parce qu'on est malade, on meurt parce qu'on est vivant. Donc, là encore, ça nous amène vers effectivement ce champ de la déprescription, c'est-à-dire vers une médecine plus humaine, peut-être plus juste et plus responsable. Parce que, à l'évidence, on est quand même dans le monde paradoxal. Hein. La médecine n'a jamais été aussi puissante, je viens de le dire, mais jamais les soignants n'ont eu autant à se poser la question, faut-il continuer à prescrire ce médicament? Ce matin, j'ai participé à un atelier absolument passionnant avec mon ami Maurice de Mathéis de Grenoble autour, par exemple, des opioïdes. On a vu aux États-Unis toutes les conséquences de la prescription des opioïdes avec la mortalité qu'il pouvait y avoir, la dépendance et l'addiction. C'est un geste qui semble simple, hein, arrêter un traitement. En réalité, c'est incroyablement complexe, délicat et pourtant c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société sous l'emprise médicamenteuse. Notre société, elle sacralise le médicament. En France tout particulièrement, on va dire que le médicament, c'est devenu un objet quasi magique, puisqu'il a remplacé d'anciens rituels, des anciennes croyances, incarne l'espoir, la guérison, la maîtrise du corps, bah, même dès qu'on a un rhume, une petite insomnie, une peine, voilà, quel médicament je peux prendre. Mais cette fois dans le médicament, elle n'est pas sans conséquence, parce que chaque année, on a entre 10 000 et 30 000 personnes qui meurent d'accidents médicamenteux. C'est-à-dire à peu près l'équivalent de 2 avions pleins de passagers qui s'écraseraient chaque semaine. Et pourtant, cette hécatombe silencieuse n'émeut pas grand monde. Alors, déprescrire, c'est pas renoncer à soigner. Attention, il ne s'agit pas d'opposer une médecine avec médicaments à une médecine sans médicaments. Déprescrire, c'est pas abandonner le patient, c'est pas non plus faire des économies au détriment du soin, mais c'est au contraire replacer la question essentielle au cœur de notre démarche. Est-ce que ce traitement, dans ce contexte, et pour ce patient, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que c'est toujours sûr? Est-ce que ça a encore du sens? Car chaque médicament, on le sait au sens grec du mot, le pharmacone, hein, chaque médicament est à la fois remède et poison. C'est qu'une question de dose, de durée et de moment. C'est vrai qu'on est une médecine devenue trop prescriptive. La médecine moderne, c'est à peu près construite autour de l'ordonnance, hein, devant la souffrance, l'incertitude, le réflexe souvent c'est prescrire, parfois trop vite. Je pense en particulier aux psychotropes. La France, c'est un des pays où on consomme le plus de psychotropes. Parce que c'est la réponse rapide à une détresse sociale, à un mal-être, à une fatigue de vivre. Mais après, on entre vite dans le champ de la dépendance,
du brouillage émotionnel et de la chronicisation d'un trouble qui aurait pu effectivement guérir autrement. Et ça, on le sait, on en a beaucoup parlé ce matin avec les opioïdes, mais on pourrait faire la même chose avec la même approche au niveau, par exemple, des benzodiazépines, hein. Les anxiolytiques, les antidépresseurs ont transformé la prise en charge des troubles psychiques, ok, mais leur banalisation a conduit à des mésusages, en particulier chez les personnes âgées, où leur prescription devient tout à fait excessive, avec des conséquences que l'on connaît. Par exemple, euh, ne pas prescrire de benzo pour l'insomnie de la personne âgée en première intention. Euh, Pas poursuivre d'emblée un traitement par benzodiazépine qui a été amorcé dans une hospitalisation de courte durée. Et régulièrement, on a ça, c'est-à-dire des prescriptions qui continuent et où finalement on a peur, on a un petit peu peur d'arrêter. Et ça, c'est une difficulté par rapport à ce champ de la déprescription. Donc la déprescription, on pourrait dire, c'est une nouvelle culture du soin. Euh, Moi, je pense que c'est un geste fort, lucide, responsable, et que c'est très difficile parfois d'avoir dans ce dialogue avec le patient pour le faire participer à ce choix thérapeutique. C'est pas quelque chose non plus qu'on impose, mais c'est quelque chose qui doit être entré dans quelque chose de dialogique, si j'ose dire. Euh, alors, bien sûr qu'il y a des freins à la déprescription. Pourquoi c'est si difficile? D'abord, peut-être à cause de notre formation, hein. Nous, on est entraînés à prescrire, rarement à arrêter. Ensuite, parce que les patients eux-mêmes attendent souvent un médicament, donc ils nous font un peu pression. Ensuite, à cause de la pression économique, le modèle industriel de médicaments repose plutôt sur la consommation, pas trop sur la retenue. Et pourtant, il y a des avancées. Depuis 2024, des consultations longues dédiées à la déprescription vont être financées. Pharmaciens, infirmiers, outils numériques peuvent devenir des alliés précieux. C'est-à-dire que là, on a une intelligence artificielle, peut-être, qui pourra nous aider à identifier les traitements à risque ou les traitements redondants. Et je crois que ça peut être un outil intéressant. Donc, ce qui compte, c'est d'aller vers une médecine plus éthique, plus durable. La déprescription, pour moi, pour tous ceux qui militent pour la déprescription, comme Patrice Queneau, qui a écrit beaucoup là-dessus, Gilles Bouvenot ou Fabrice Bernat, ou Julien Lizard, qu'on entendra tout à l'heure, la déprescription n'est pas un retour en arrière, hein. C'est une maturation, puisqu'elle remet l'humain au centre. Elle nous pousse à ne plus nous soigner uniquement avec des molécules, mais avec du temps, avec de l'écoute, avec de la prévention, avec du lien. C'est un vrai changement de paradigme. Il nous faut absolument sortir du tout médicament pour rentrer dans une médecine du discernement, c'est-à-dire une médecine qui est capable de dire ce médicament vous a aidé, c'est vrai, mais aujourd'hui, on va voir ensemble et avec vous comment s'en passer, comment réduire et comment s'en passer définitivement. Donc, en conclusion, j'espère pas avoir été trop long, déprescrire, ça ne signifie pas renoncer aux avancées médicamenteuses, c'est avoir une vision plus équilibrée, adaptée aux besoins réels du patient. Et la médecine du futur ne peut pas se résumer à une liste d'ordonnances, mais doit s'enrichir justement de cette réflexion plus large. Et je pense que seule la prise en charge, je dirais, globale et transversale du malade, ce que tu as dit, Grégoire, tout à l'heure, c'est-à-dire être dans une perspective effectivement écosystémique, permet d'éviter et d'échapper ce que j'appellerais au regard micrométrique de médecins monocompétents. Et là, j'ai une petite pensée pour mon ami Patrice Queneau, qui a vécu une histoire avec un médicament et un effet indésirable d'un médicament, en l'occurrence c'était de la biodarone, où Patrice Queneau s'est retrouvé finalement, comme il dit, j'étais réduit à l'oreiller de gauche, à une simple oreiller de gauche. Ben non, c'est pas qu'une oreiller de gauche, quoi. Et donc, seule une vision, je dirais, globale du soin, qui va intégrer la prévention, le dialogue, permettra de replacer le patient au cœur de la médecine et d'en faire un acteur pleinement conscient de sa santé. Enfin, c'est le but vers lequel, il me semble, il faut aller pour justement lutter et contre la médicalisation de l'existence et favoriser le champ de la déprescription, hein.